toujours. Hein. J'aurais voulu être chef d'orchestre. Mesdames et messieurs, internautateurs et internautatrices, amateurs de voyage dans le temps, vous le savez déjà, nous avons à la Trick Track Télé la machine à voyager dans le temps où elle peut aller se rhabiller. Nous, on va partir début 19e. Monsieur Guillaume, Et c'est ça. vous confirmez? Oui, je confirme. Début En 19e. Europe. En Europe. Et pour nous narrer, nous emporter et nous immerger dans cette ambiance, on reçoit, et ce n'est pas la première fois, Monsieur Patrick, salutations. Bonjour. J'ai dit Patrick ou Patrice? Patrick. Je me suis pas trompé, hein? Non, non. J'ai dit Patrick. Wow, la peur du Bon matin. début, il faut Bon que ça se début. maintienne. Je vais tenter de maintenir le cap. Nous voilà repartis. Si j'ai une boîte de jeu ici, vous le savez, c'est un alinéa. On ne parlera pas d'un jeu, mais d'une période historique. Période historique qui va démarrer en 1806. On est avec Napoléon. Mais avant de démarrer cette campagne, il était bon, a priori, de nous replonger un petit peu dans le contexte historico-géographique de cette campagne. Et ça va être l'objectif de cette première émission. Salutations Guillaume. Salut Guillaume. Bah oui, en effet. Alors ceux qui ont reconnu la symphonie héroïque de Beethoven, forcément, je l'ai choisi pour le mot héroïque parce que cette campagne, c'est une campagne héroïque. Patrick va nous l'expliquer. Bon, c'est l'époque où déjà Beethoven et Napoléon sont plus trop amis. Il y a eu une divergence politique entre eux, mais il n'empêche que le grand Beethoven se devait d'être présent, en effet, à ce générique. 1806, eh bien pour ceux qui nous suivent assidûment, c'est juste la prolongation de cette campagne de 1805 que nous avions présentée l'année dernière, à peu près d'ailleurs à la même période. Prolongation, car nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, prolongation politique de cette situation européenne qui aurait pu retrouver la paix, qui aurait pu s'apaiser. Mais ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que nous allons justement vous décrire, car à la fin de l'année 1806, plutôt à l'automne, une campagne, une des plus brillantes d'ailleurs campagnes de Napoléon aura lieu en Prusse. C'est ce qu'on appelle la campagne de 1806. Alors pourquoi 1806-1807 ? Parce qu'on a trop souvent tendance à oublier que cette campagne ne s'arrête pas en fait avec la destruction politique de la Prusse, mais qu'elle va se prolonger dans les espaces de Prusse orientale, justement vers la Russie, car la Russie, elle, ne signe pas la paix, elle poursuit la guerre, et nous aurons notamment des batailles très connues comme Eylau et Friedland. Il suffit de regarder les grandes avenues qui sont autour de la place de l'Étoile, on les retrouve. C'est la même campagne. Donc de façon, c'est en fait une campagne globale, une seule campagne voilà, qui va se prolonger jusqu'à l'été 1807 et qui marquera d'une certaine manière l'apogée de l'Empire. Et c'est justement ce que nous allons vous décrire. D'accord. On a pris une carte de Napoléon Against Europe. Donc voilà. La carte qui est ici devant nous avec les petits pions, histoire de pouvoir suivre plus facilement ça. Elle est issue de ce jeu Exasim. Voilà, un jeu Exasim, Napoléon Against Europe. Voilà, c'est un jeu de stratégie autour des campagnes napoléoniennes et c'est pour ça que cette carte est fort utile. Et on en aura une deuxième à l'écran. Patrick pourra y faire appel en cas de besoin. C'est Germain qui s'occupe de la réalisation. Du coup, contexte, tu l'as dit, automne. Alors, automne 1806, le début de la campagne. Voilà, attends. Oui, justement, j'allais y venir. Qu'est-ce qui amène à cet automne 1806 et à ce début de campagne qui finalement va durer pratiquement 2 ans? Non, pas tout à fait. Disons un peu plus d'un an. Parce qu'on commence la campagne, on commence à l'automne et les choses sont réglées en 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Pas tout à fait 2 ans. Non. Donc du coup, qu'est-ce qui amène à cette situation et cette campagne? On commence par quoi? Napoléon, lui, il en est où juste avant? Juste avant la campagne, Napoléon, en fait, on est dans une situation intermédiaire parce que ce qu'il faut voir, c'est la période 1805-1815 comme une continuité. C'est-à-dire, à chaque grande campagne, il y a une évolution d'un contexte, mais qui est le contexte de départ que nous avons déjà expliqué lors de la précédente émission, avec l'élément principal qui est l'opposition entre la France et le Royaume-Uni. C'est ce qui est le moteur quasiment de tout ce qui va se passer par la suite. Donc, pour reprendre la main sur la situation en décembre 1805, après Austerlitz, il faut, je conseillerais de voir ce que nous avions déjà expliqué pour avant la campagne de 1805 et de considérer ce que nous allons dire maintenant comme l'évolution des événements, des changements peut-être un peu à la marge, mais la conflictualité Royaume-Uni-France qui est à la base. De tout ça. De tout ça. Alors qu'on est bien d'accord, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris, il ne me semble pas que, au départ, il ne me semblait pas qu'on allait parler
encore une fois, de l'Angleterre. C'est pour ça que je suis surpris par ce que tu dis. On va dire, campagne, Prusse, Russe, très bien, ok, on est sur le front de ce côté-là. Et pourtant, l'Angleterre se réinvite quand même dans la scène. C'est une vieille habitude. Même à Bouvines, où il n'y a pas de soldats anglais, c'est les Anglais qui sont un peu derrière. D'accord. Donc, dès que la France a des problèmes, on peut se dire, l'Anglais est là. Et donc, voilà qui va apaiser tout ce qui se passe mais en non, ce moment. il n'y a plus rien à apaiser. Nous sommes en plein Brexit. C'est pour ça. Donc non, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, et c'est un peu les logiques que nous avons eues par rapport à notre opposition plus récente avec l'Allemagne, Oui. c'est un peu ces alliances de revers. Donc le meilleur moyen de détourner le coup, ce que nous avions déjà expliqué pour la campagne de 1805, un coup qui serait dirigé directement vers le Royaume-Uni, c'est de créer une opposition sur les arrières françaises. D'accord. C'est exactement nous ce que nous avons fait en particulier à la sortie de la Première Guerre mondiale, en créant cette alliance de revers qu'avait la France avec la Pologne, etc. Alliance qu'elle n'a pas totalement respectée. Opérée. Mais l'idée est là. D'accord. Et c'est l'alliance de revers que nous avons eue avec la Russie par rapport à l'Allemagne impériale aussi en 1914. Donc les Anglais font la même chose. Okay. Donc les principes sont toujours les mêmes. Okay. Donc si on veut détourner le coup, le meilleur moyen, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contre-coup qui... On ouvre un contre-feu. Voilà, exactement. Donc l'anglais est toujours là, et d'autant plus là que à la fin 1805, début 1806, on est en train de tirer les conséquences de la campagne de 1805. Donc, bien sûr, les Autrichiens ont été battus sur leur sol, donc ce qui va les amener à signer la paix beaucoup plus rapidement. Ils sont exsangues et une grande partie de leur territoire, dont Vienne, est occupée par la France. Mais il reste que les principaux opposants n'ont pas été touchés sur leur sol, c'est-à-dire la Russie, l'Angleterre, la Suède, Naples, aussi, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans la troisième coalition. C'est ça. Donc on est dans une période là qui va s'ouvrir jusqu'au début de la campagne de 1806 au sens strict. On est dans une campagne de tractation diplomatique qui aurait pu amener une paix générale. On n'y est pas, ce que disait Guillaume, on n'y est pas arrivé entre décembre 1805 et septembre 1806. Mais c'est ce qui va faire le contexte et faire rentrer les acteurs sur la scène qui va être celle de cette campagne de 1806-1807. D'accord. Donc du coup, est-ce que cette coalition, alors du coup je vais reprendre aussi moi mon rôle pour poser les questions, cette coalition dont on a parlé lors de la campagne de 1805, suite à cette défaite, entre guillemets, est-ce qu'elle explose? Elle explose. Elle explose. Il n'y a plus de coalition du tout? Dès le moment où la coalition, dès le moment où l'Autriche, qui est un des principaux partis, tombe, la coalition n'existe plus. Il n'y a plus d'objectif politique réel, d'autant plus que tout le monde va se mettre à discuter avec la France d'un point de vue diplomatique. C'est-à-dire il y a des tractations entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier, il y a des tractations entre le Royaume-Uni et la France, c'est-à-dire on discute, on est proche de conclure une paix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand changement politique. Je dirais que la bataille d'Austerlitz a fait... on va discuter des termes, mais à peu près 25 000 morts, je dirais plus une. Le Premier ministre anglais qui est malade et qui sous le coup de ses espoirs déçus, en meurt. Donc c'est William Pitt. Pitt meurt. Pitt, qui est l'artisan des coalitions anti-françaises. En fait, c'est un homme politique incontournable chez les Britanniques, puisqu'il y a toujours une opposition. Chez les Britanniques, je pense qu'il faut dire que ce n'est pas une opposition globale anti-française. Il y a un parti qui souhaite la paix avec la France. Mais Pitt, en revanche, est l'âme de la coalition anti-française. Il décède et là... Et là, il y a un nouveau cabinet. Donc on est dans une... Il ne faut pas oublier que la structure politique du Royaume-Uni ressemble beaucoup à la structure politique actuelle, sauf que c'est quand même les propriétaires terriens, les premiers industriels, etc., qui possèdent le pouvoir politique. On n'est quand même pas dans une démocratie dans toute la gamme, la réalité de ce qu'elle est en Grande-Bretagne. Néanmoins, il y a un nouveau, et c'est Fox. Et Fox, lui, est plutôt favorable à la paix et de discuter avec les Français. Donc, dès ce moment-là, on commence à discuter sur les bases d'une paix avec les Anglais. Et avec un peu tout le monde. Et avec un peu tout le monde. On discute avec les Russes, on continue de discuter avec les Prussiens, parce qu'eux ne se sont pas engagés dans la guerre, mais on savait très bien que si la France avait perdu à Austerlitz, les Prussiens se seraient engagés. Donc,
Napoléon disait à l'ambassadeur prussien qui était à Auschwitz, quand il est venu le féliciter pour sa victoire à Austerlitz, il a dit « voilà un compliment qui a changé de camp ». C'est joliment dit. C'est joliment dit et ça prouve Ouais, il y a une connaissance de ce voilà, qu'il y avait il a réellement bien derrière. compris le problème. Donc nous sommes en train de discuter, il y a un autre problème. Le problème en fait est global. Mhm. La Suède aussi s'est située côté coalition. Mhm. Mais là encore, à part la partie un peu en Poméranie suédoise qui est ici, Ouais. l'Allemagne avec cette partie suédoise, la Suède ayant toujours joué depuis la guerre de 30 ans un grand rôle en Allemagne, dans l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne n'existe pas. Oui, Quand je oui, vais oui. parler de l'Allemagne, Oui. je vais parler de la zone de culture de langue allemande qui correspondrait plutôt avec au Saint-Empire romain germanique dont on va parler très rapidement. Ouais. Les Suédois sont dans le coup. Ça va porter chance à un certain Bernadotte, on va en reparler. Donc ils sont là. Et on a des discussions parce que la victoire d'Austerlitz a remis un peu les pendules à l'heure. À l'heure de 1805, Okay. et les Russes étant repartis vers l'Est, il n'y a plus d'opposants foncièrement importants à la puissance française. C'est fou. On a même, comme un autre problème, c'est Naples, où, ce qui n'est pas illogique, il y a un mouvement à la famille royale, ce sont des Bourbons, Oui. très liés donc à Louis XVI et à Marie-Antoinette, parce que Bourbon et Habsbourg, et donc qui détestent la Révolution, et à travers la Révolution, qui détestent Napoléon, qui est le continuateur. Alors ça, grande discussion. Est-il le continuateur? En tout cas, pour eux, c'est plus une discussion historiographique française idéologique. Pour les Bourbons de Naples, c'est clair, Napoléon est le continuateur de la Révolution. Donc pendant 1805, ils ont eu le malheur de s'engager. Et là aussi, Napoléon en a marre, donc a considéré qu'il fallait s'en débarrasser. Donc Naples devient française et les Bourbons se retirent en Sicile où nous n'avons jamais débarqué. Donc il y a un point important, c'est la Sicile où il y a beaucoup de troupes anglaises. Ouais. Les Russes sont à Corfou pour bien montrer que cette discussion concerne tout le monde. Ah. Il ne faut jamais oublier, on ne l'a pas mis, mais l'Empire ottoman joue toujours un jeu. En tant que, on parle déjà de possibilité de partage de l'Empire ottoman pour se mettre d'accord avec les Russes, mais on a des accords avec les Ottomans malgré tout, parce que pendant toute la période, quand les Russes ne sont pas en guerre avec la France, en la faisant un peu courte, Ouais. ils sont en guerre avec les Ottomans pour continuer leur progression vers le sud. D'accord. N'oubliez pas, en fait, toutes ces problématiques, il faut essayer toujours de la relier à ce que nous entendons maintenant, c'est-à-dire accès de la Russie à la mer Noire et à la Méditerranée. Il n'y a pas très longtemps, les Russes ont tout fait pour récupérer la Crimée et Sébastopol. Oui. Et les Russes, en ce moment, font tout pour, dans le cadre de leur alliance avec le gouvernement syrien, conserver quelques bases sur la Méditerranée. Ah. Donc on a des continuités d'objectifs entre cette période et la nôtre. Ils ont une opposition avec les Suédois, les Russes, par rapport à la Finlande. Et c'est à cette période que la Finlande, à partir d'une guerre entre la Russie et la Suède, va rentrer dans l'Empire russe. Il y a des problèmes entre la Norvège et la Suède, c'est-à-dire la Norvège voulant gagner son indépendance, ce qui est une continuité du Moyen-Âge. Donc on a ces ensembles d'oppositions où les Français ne sont pas toujours dans le coup, et Napoléon non plus, il n'est pas responsable de tout ce qui se passe. On est bien d'accord. Ça veut dire aussi que la coalition donnait un front par rapport à une position que l'on craignait de Napoléon, si je peux me le dire. La précédente? Oui, la précédente. Je pense que la précédente, l'explication de la précédente, c'est la Grande Armée, c'est le camp de Boulogne, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'appellation est très récente à l'époque, le Royaume-Uni c'est une appellation de ce moment-là, le Royaume-Uni craint le débarquement, on est dans l'alliance de... Les Autrichiens craignent la montée de l'influence, et c'est plus que de l'influence des Français en Italie. Alexandre Ier se rêve de choses, continuation de la politique menée par la Russie d'un point de vue global pour apparaître comme une puissance européenne, ce qu'elle n'était pas avant. Napoléon parle toujours de Moscovie
Comme les Européens parlaient de Moscovie pour Ivan le Terrible avant la visite de Pierre le Grand que l'on a célébrée. Il y a eu une grande exposition à Versailles il y a peu de temps sur la première visite de Pierre le Grand auprès de Louis XV. Donc la Russie rentre dans le paysage, dans le concert des nations européens, et Alexandre Ier se veut le protecteur de l'Allemagne et se veut être une nouvelle puissance européenne. Donc il y a des ambitions qui s'opposent les unes aux autres. Et il y a une réalité, c'est la puissance française à l'époque, qui occupe donc le centre de l'Europe, l'Italie, bien sûr la France, qui était toujours allié avec l'Espagne. voilà, mais qui va jusqu'en Hollande et qui s'étend. Et ne jamais oublier, on va en parler un peu, et je le dirai à chaque fois, ne jamais oublier les aspects économiques et ne jamais oublier les aspects politiques intérieurs. La France de Napoléon ne tient qu'à partir de, comme le disait Napoléon lui-même, sa dynastie, parce qu'il voulait être le premier d'une nouvelle dynastie. Sa dynastie ne tient que par l'appui des bourgeois, de ceux qui ont le mieux profité en fait de la Révolution, mais aussi un soutien populaire réel. Ce soutien populaire, il ne peut l'apporter que s'il améliore les conditions de vie en France. C'est-à-dire, on n'est pas en système démocratique, mais la France sort de révolution. C'est-à-dire que dès le moment où la populace, telle qu'on le pense, du côté des bourgeois, etc. Mais même un peu de Napoléon qui a vécu les journées d'août et qui en retire un très mauvaise surprise, c'est-à-dire l'attaque des Tuileries, le massacre des Suisses au moment de la Révolution. Il y a un pacte, et ce pacte, c'est de permettre à la France de se développer, d'améliorer les conditions de vie des Français. Et pour ça, il faut avoir des débouchés commerciaux. Et dès le moment où on commence à parler débouchés commerciaux, etc., on se retrouve devant une situation où on a des concurrences commerciales et économiques. Il y a une place, pas deux. Pas forcément, d'accord. Voilà. Qui vont forcément jouer. Et qui vont forcément jouer. Donc du coup, si je résume un petit peu ce contexte, et tu précises ou tu corriges si jamais je me trompe. On passe à l'issue de 1805 et courant l'année 1806 d'un gros affrontement, double partie, deux blocs, enfin entre guillemets, où la France est un petit peu contre tous, à un éclatement en plein de petits conflits qui reviennent sur le devant suite à Austerlitz, que je ne me trompe pas. Et tous ces petits conflits, entre guillemets, travaillés un petit peu au corps, y compris économiquement par les uns et les autres, où chacun va tenter un peu de tirer les marrons du feu. Et on en est là avec tout plein de petites choses qui se passent ici, là-haut, par là, ici en bas. Et c'est tout ça qui se discute et qui fait le contexte. C'est tout ça qui se discute et je dirais que c'est un bon moyen de lire aussi une situation. L'ensemble des conflits que nous menons depuis une cinquantaine d'années actuellement sont des conflits de coalition. C'est-à-dire, nous agissons en Syrie, etc., avec les Américains, avec les Anglais. À chaque fois, il ne faut jamais oublier qu'une coalition, c'est la définition d'objectifs communs qui peuvent être au pluriel, ça commence à poser des problèmes. C'est-à-dire une base commune minimale pour travailler ensemble, mais chacun poursuit ses propres objectifs malgré tout. Ce qui est déjà le cas encore maintenant. Et là, on se retrouve dans la même situation. La coalition avait un objectif commun par rapport à rejeter les Français en France, et en particulier pour les Anglais, parce que ça c'est un point qui sera toujours problématique, c'est Anvers, qu'eux considèrent comme un pistolet, parce qu'Anvers c'est directement un pistolet dirigé sur le cœur de la Grande-Bretagne. Donc il y a ce problème, mais chacun tire à la possibilité de se dire si je participe d'un côté ou de l'autre, je vais en tirer un bénéfice. Alors justement, parce qu'il y a trois discussions qui sont importantes, puisque là on parle de diplomatie au cours de l'année 1806, et les trois discussions importantes, c'est la discussion avec le tsar. De la France, de Napoléon. De Napoléon, de la part de Napoléon. C'est la discussion en effet avec le nouveau cabinet britannique. Et c'est aussi la relation avec le royaume de Prusse et avec le couple impérial prussien, qui a un comportement un peu plus ambigu, plus dans la duplicité pour justement préserver les intérêts de ses États. Donc Patrick, tu veux commencer par qui? Les Anglais peut-être? Les Anglais. Non, déjà je vais commencer pour première chose, disparition du Saint-Empire romain germanique. D'accord. C'est-à-dire de quelque chose qui a fait l'objet d'opposition et de concurrence entre la France et l'Autriche, les Habsbourg,
Alors quand on dit l'Autriche, c'est compliqué aussi. Parce qu'il est duc d'Autriche. Les Habsbourg, il ne faut pas oublier, c'est une famille qui vient de Suisse en réalité. Donc qui s'est déplacée vers l'Autriche. Ils sont aussi... il y a la Hongrie, qui est dans leur... Il y a la toute la Bohème-Moravie qui correspond à la République tchèque et la Slovaquie actuelle. Donc on a un ensemble. On a la France d'un côté, de l'autre côté, et au milieu, on a les États allemands qui composent le Saint-Empire romain germanique. Dès le règne de François Ier, il y a eu opposition parce que François Ier a essayé de devenir empereur du Saint-Empire et c'est Charles Quint qui a obtenu le poste. Sur le poste, sur la base de celui qui donnerait le plus d'argent à ceux qui étaient ce qu'on appelait les princes électeurs. Voilà, c'est toujours le même, c'était le système de toujours. Donc il y a cette partie, cette Allemagne qui n'est pas l'Allemagne politique. Il y a environ 300 évêchés, etc., qui sont indépendants, c'est extrêmement compliqué. Est un des objets depuis très longtemps de lutte entre Habsbourg et les Français. Cette situation, elle se retrouve là. Et l'une des premières conséquences d'Austerlitz, c'est le Saint-Empire tombe quasiment de lui-même. Les commentateurs de l'époque diront que c'est un empire qui tombe sans faire de bruit. C'est-à-dire que la structure était mangée au vert, un peu trop ancienne, ne correspondant plus à la situation politique. Et Napoléon crée un élément très très important, c'est la Confédération du Rhin. Et la Confédération du Rhin, sans prendre tous les États allemands, permet de créer un glacis favorable à la France. Je ne détaillerai pas, mais la carte de l'Allemagne est simplifiée énormément. C'est-à-dire on commence à avoir les avancées de la Révolution qui rentrent en Allemagne, c'est-à-dire que le pouvoir, par exemple, religieux commence à disparaître en Allemagne. Sécularisation de certains biens, ça dépend des États, ça ne va pas à la même vitesse que certains États. On en arrive à mettre des États qui sont des États clients de la France. Alors, clients dans tous les sens du terme. Donc pas fantoches. Pas fantoches, mais clients. D'autant plus clients que vous avez quand même une chose, c'est la Bavière qui est depuis très longtemps, et même sous l'Ancien Régime, assez naturellement et traditionnellement un allié de la France. Eh bien, si la Bavière devient un royaume, c'est grâce à Napoléon, à la suite de 1805. Donc, on a un changement de la carte, et si on prend le cas de la Bavière, eh bien, il y a une lutte entre la Bavière et l'Autriche autour du Tyrol, et qui va jouer en 1809 un très grand rôle. D'accord. Et le Tyrol, c'est de savoir de quel côté je me situe. Donc, il y a réellement un Tyrol bavarois et un Tyrol autrichien encore maintenant. Donc, il y a toutes ces oppositions. Il faut en rester sur l'idée, le Saint-Empire disparaît, donc ça veut dire la puissance de la maison d'Autriche sur le centre de l'Allemagne disparaît. La France s'impose comme l'acteur principal en Allemagne. La Prusse, qui, elle, était dans le Saint-Empire, avait des responsabilités, voit aussi l'influence française s'agrandir, elle le voit d'un mauvais œil. Tu m'étonnes. Ensuite, la carte se complique, c'est-à-dire que la Bavière et le Wurtemberg donc, sont des alliés français, la Confédération aussi, mais vous avez le problème du Hanovre. Alors, le Hanovre, qui est ici, le Hanovre, il y a un rapport avec le Royaume-Uni. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la famille royale d'Angleterre, c'est la famille de Hanovre. Donc, le roi d'Angleterre, ou le régent, ils sont issus des dirigeants du Hanovre. Et c'est toujours leur terre. C'est la descendance. Et c'est la descendance. Donc, là se joue un jeu compliqué. Nous sommes en guerre contre l'Angleterre. Nous ne voulons pas que la Prusse s'engage en 1805, parce que sinon ça aurait pu poser des problèmes, on n'aurait peut-être pas gagné Austerlitz. Donc on va dire aux Prussiens, en échange de tout ça, on va vous donner le Hanovre. Ce qui arrange, comme vous le voyez, frontières communes, ça permet d'agrandir le territoire contrôlé par la Prusse d'une façon importante, avec des terres plus riches que la Prusse orientale. Donc, intéressant. Mais comme on est en train, avec Fox, de discuter de la paix avec les Anglais. Eh bien, on dit aux Anglais, on va peut-être vous rendre à la famille royale le Hanovre. Ça va être compliqué parce que mais comme les Prussiens se sont dit, mais vous me l'avez un peu promis, mais que les Prussiens, par contre, ne veulent pas se fâcher avec les Anglais. Non plus.
Napoléon, à force de... Ça, c'est un autre élément important. Napoléon, stratège, mais stratège très tacticien en diplomatie. Il va essayer de jouer dans ses actes diplomatiques tous les petits avantages tactiques. Ouais. Et à force de jouer les petits avantages tactiques, il va perdre de vue la stratégie globale. Et donc là, il joue et il fâche un peu tout le monde. Mais quand même, on en arrive à un état de guerre entre ce qu'on oublie tout le temps, hein, entre l'Angleterre et la Prusse. Ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas eu réellement d'opération, mais ça provoque un état de guerre entre la Prusse et la... Comme quoi, c'est beaucoup plus compliqué, comme on le disait à l'émission précédente. Ouais. Ce n'est pas le monde entier contre Napoléon, etc. Ouais. C'est chacun joue ses intérêts, etc. D'accord. Donc la situation, c'est ça discute. La Russie, on discute avec eux aussi. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On va passer sur le détail, parce qu'en fait, on discute à partir de décembre. La paix de Pressbourg, actuellement Bratislava, est signée avec l'Autriche. Donc là, l'Autriche se remet du choc. D'accord. Et se dit, bon, je vais rester un peu en arrière parce que j'ai pris cher et je ne vais pas y aller. Donc je passerai sur les discussions avec tous les petits États. Ouais. 3 problèmes principaux, l'Angleterre, la Prusse, la Russie. Okay. On discute avec les Anglais. Napoléon tergiverse, essaye de jouer au maximum sur les avantages qu'il peut gagner. À force de tergiverser, il perd du temps. Et malheureusement, Fox, malade aussi, meurt. Donc là, Puis on avait une fenêtre et on n'en a pas vraiment profité. Exactement. C'est là où l'histoire est quand même... ça a un poids. On peut faire là de l'Uchronie. Oui. Si ça avait marché, on serait peut-être avec un Bonaparte. On ne sait pas. Mais je veux dire, là, c'est des moments où il y a un rendez-vous et ça change tout. Finesse. Et donc, ce problème, donc, on a un changement en Grande-Bretagne. Napoléon n'a pas su saisir cette possibilité. Il a essayé de pousser son avantage, mais qui, dans une certaine logique, n'est pas idiote, parce qu'il a déjà vu... On a déjà signé, je rappelle, la paix d'Amiens avec les Anglais. Si c'est à nouveau une paix qui est signée pour simplement permettre aux autres de se refaire, et puis c'est reparti pour un tour, autant qu'on gagne... Donc, pas de jugement, jamais de jugement. Ouais. La situation est telle que c'est perdu. On peut la raconter, mais c'est fini. L'influence britannique est toujours importante parce qu'il y a d'énormes liens économiques entre la Russie et le Royaume-Uni. Okay. On va à nouveau faire simple. Ouais. Le Royaume-Uni exporte des produits manufacturés en Russie et la Russie exporte au Royaume-Uni beaucoup de produits nécessaires à la Royal Navy. C'est-à-dire du bois, ce qui permettait de faire les cordes. Beaucoup de choses viennent de Russie. Grande forêt russe, etc. Donc il y a un intérêt commun. Tu as mis une flotte ici, c'est pas pour rien. Là, c'est parce que les Anglais sont encore là-bas. Donc la flotte est toujours là. Hein. Okay. Donc, il y a toujours un rapport. Le poids des Anglais vers la Russie fait qu'il y a toujours 2 partis, un parti de la paix, un parti de la guerre. En France, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul parti, c'est Napoléon, ça permet de mieux suivre. Et en Prusse, c'est pareil, il y a un parti de la paix, il y a un parti de la guerre. En Russie, dès le moment où l'Angleterre est à nouveau contre, bien qu'on ait signé un projet de décret, en septembre 1806, Alexandre dit clairement qu'il ne signera pas. D'autant plus qu'il est poussé par les Anglais à ne pas signer, étant donné que les discussions avec les Anglais n'ont pas abouti. Les Prussiens, de l'autre côté... Ils en sont, alors justement, parce que vu comme tu le décris, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont par rapport à la France, mais la carte montre qu'ils sont quand même un petit peu... je ne sais pas s'ils peuvent risquer quoi que ce soit, mais entre l'Angleterre et la Russie... Ils sentent quoi? Bien, mal? Non, parce qu'ils s'entendent très bien, parce que la famille, le roi de Prusse et surtout sa femme, la célèbre reine Louise de Prusse, qui est alors absolument anti-révolution, anti-française, donc elle pèse aussi, mais les historiens allemands discutent sur la réalité de son poids. Mais son image reste présente. Allez encore à Berlin actuellement, au château de Charlottenburg, et vous verrez qu'on vend des petites statuettes encore de la reine Louise en Berlin. C'est un grand personnage, un peu comme Joséphine chez nous, Marie-Antoinette. La reine Louise est un personnage de cette ampleur. Donc il y a des rapports
un lien très lien, fort ouais. entre Alexandre Ier et la reine Louise, déjà. Ce qui fait qu'il y a une union. Si les Prussiens, je répète, si les Prussiens n'y sont pas allés, c'est pour des raisons politiques, mais je pense que la reine Louise aurait bien aimé y aller dès 1805. Ils ont été pris de court. Donc la Prusse, elle est toujours dans ce problème du Hanovre, ce problème de l'influence française qui s'agrandit, cette montée de sentiments anti-français en Prusse, de la population, des élites, etc. Donc ils se disent, dès le moment où les Russes ne signent pas l'accord de paix, le traité de paix, ils vont demander aux Russes d'amener jusqu'à 600 000 hommes. Je ne suis pas sûr que les Russes aient pu amener rapidement 600 000 hommes, même si jamais ils l'ont demandé. Point d'exclamation, pour les aider dans le cadre à nouveau d'une nouvelle campagne contre la France. Et c'est là, prévu. Voilà, c'était prévu. Tandis que Napoléon, lui, il sentait bien qu'il essayait de jouer toujours ses avantages. Il est très surpris. Il ne comprend pas, quand on lit le courrier de Napoléon, il se dit, mais à quoi joue-t-il? On en arrive après à la déclaration, s'ils veulent... Il le dit clairement, s'ils veulent une leçon, ils vont l'avoir. Mais lui, il ne comprend pas. Donc il était même prêt. Vous voyez que les troupes françaises sont encore en Allemagne, mais elles sont encore en Allemagne dans le cadre des tractations. C'est parce que... Donc lui, il était prêt à les faire revenir en France. C'est-à-dire tous les ordres étaient prêts pour que la Grande Armée revienne en France. C'est pas réellement une troupe d'occupation qui était censée rester. C'est dès le moment où on signait les traités de paix, ça devait revenir. Alors par contre, les Anglais ne sont pas fous. Ils se disent s'ils reviennent et qu'on ne signe pas la paix, ils vont revenir à Boulogne et puis on recommence. Alors on recommence, entre guillemets, on a quand même perdu Trafalgar, il faut traverser la Manche quand même. Donc là, on recommence, mais même sur des bases plus mauvaises qu'en 1804-1805. Donc, on se retrouve dans cette situation, ça dure de décembre à septembre, on discute, on est proche de solutions. Néanmoins, toutes les oppositions font que pour trouver la solution, ça peut être extrêmement compliqué. Les personnalités, Talleyrand, les différents ministres, comme on l'a vu pour le Premier ministre anglais, jouent. La personnalité de Napoléon joue, comme je l'ai dit, il les pousse à son avantage. Et en septembre, on se rend compte que les Prussiens mobilisent. Un ultimatum est envoyé à Napoléon pour lui dire vous devez ramener tout le monde sur le Rhin. Ça veut dire que si on va jusqu'au bout, on revient à la question de 1805. Si on ramène tout le monde sur le Rhin, ça veut dire aussi qu'on va peut-être abandonner Anvers, etc. Donc ça, ce n'est pas possible pour une autre question. Et qui est fondamental pour Napoléon, c'est qu'au moment de son couronnement, et je pense qu'on en avait déjà parlé à la précédente émission, il s'est engagé à maintenir les acquis de la Révolution. Et il va le prendre au sens strict, d'un point de vue plus territorial, gloire, etc., que politique. Alors, par contre, l'égalité, c'est un système avant tout égalitaire, Napoléon. Ce n'est pas la liberté qui est mise en avant par Napoléon, c'est l'égalité. C'est le code civil. Je ne parle pas de l'égalité homme-femme. Il y a une égalité politique dans les limites et il y a une égalité devant la loi. Mais il y a quand même des différences qui sont faites. On est très proche du droit romain, un retour au droit romain. Il n'empêche qu'un des éléments, c'est de garder les frontières acquises par la Révolution. Donc dès le moment où il se dit, dès le moment où je reviens en arrière, ça veut dire que je romps. C'est ce que Donc, j'avais promis. Dans sa tête, c'est plus important que la paix. C'est là où il y a peut-être, à certains moments, dès 1806, l'aspiration première, d'après les rapports de police des Français, c'est la paix. Alors que lui, il aurait pu rester peut-être au pouvoir en arrivant à faire une paix simple. Et lui pense en tant que militaire, parce qu'il est lieutenant depuis l'âge de 16 ans, qu'il faut une paix glorieuse pour la France. Un côté un peu Louis XIVien aussi. C'est la France. Et donc du coup, la France. Donc on se retrouve Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, dans la suite des grands personnages français qui pensent que la France a un destin qui est un peu... héroïque, particulier. Particulier, voilà. Donc on ne peut pas faire n'importe quelle paix. Je pense que la population, d'après les rapports de police, aurait accepté n'importe quelle paix. Sauf que, et là je reviens sur le phénomène de... C'est extrêmement compliqué. Elle aurait accepté la paix parce qu'elle voulait la paix, mais est-ce qu'elle aurait accepté les conséquences économiques de la paix
qui aurait fait que la France ne se serait pas trouvée en situation d'avoir des débouchés, etc. Commerciaux, etc. Donc on se retrouve dans... La prise de décision politique ne peut pas être manichéenne, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Donc, Une fois encore, il n'y avait pas de bonne solution. il y a des moments où il n'y a pas de bonne solution. pas de bonne Mais solution. après, quand on compte le nombre de tués, on peut se dire que la paix est toujours une meilleure solution. D'accord. Simplement, Oui. Combien de temps va durer la paix et quelles À seront quel les vraies prix, conséquences, et- etc. Oui, d'accord. Donc, en septembre, on se retrouve devant Ultimatum. cette situation. Il y a une nouvelle coalition qui se met en œuvre. Donc, Les Russes, Prusse. les Prusses, Quelque part, les Grande-Bretagne, Anglais sont pas ouais, loin. la Suède, Ok. et les Saxons qui sont là, qui traditionnellement, depuis Frédéric II, eh bien, sont avec les Prussiens. D'accord. Sont avec, après s'être largement battus au moment de Frédéric II contre Frédéric II. Mais vu les frontières communes et la puissance de la Prusse, pour la Saxe, à ce moment-là, Côté du voilà, du grand. et ça va beaucoup jouer. En 1813, on va voir ce renversement énormément jouer. Donc, cette situation fait que l'Autriche, elle, battue à plat de couture, se remet difficilement. Ouais. Donc, On pas ne tout à fait ne dans le- rentre pas dans la D'accord. coalition. Ils n'ont pas envie. Là, ils sont plus en situation. Donc, mais est quand même un acteur. C'est un acteur en vie, comme on dit, la flotte en vie pour une flotte qu'on garde dans les ports, mais qui est toujours menaçante. C'est quelqu'un qui pourrait très bien à un moment Décider. agir si les cartes commencent à changer. L'Autriche n'aurait jamais, de toute façon, même si on joue à l'Uchronie et au SI, ne se serait jamais rangée du côté de Napoléon ou de la France. On Elle verra. dit stop, on arrête, mais elle dit pas Ah, ouais, on un va peu- vous aider, venez un chez peu- nous et puis passez par derrière. Non, mais un peu forcé, elle va le faire en 1812. Mais D'accord. ça nous amène Plus loin. à quelques émissions plus loin. Italie, Sicile, il y a besoin d'en parler ou pas? En Italie, Sicile, donc Naples, on en a marre des Bourbons de Naples, parce qu'il faut voir que la reine de Naples écrivait des choses horribles sur Napoléon, mais Ouais. des choses... on est à la limite du scatologique. Sérieux? Sérieux, oui. Dis donc, ils sont drôles, hein? Mais par contre, eux, ils se replient sur la Sicile, D'accord, où ils sont soutenus par les Anglais. ok. Donc même problème, il faut passer un bras de mer, donc on n'y va pas. Donc les Français n'ont jamais mis Un les pied. pieds en Sicile. D'accord. Je tiens à signaler une chose qui est importante, c'est dans notre vision de l'Europe actuelle, Mhm. il y a, sans dire que c'est l'élément prépondérant, une certaine compréhension des divisions par zone et des divisions au sein, par exemple, de l'Italie, en se disant l'Italie a bénéficié, alors tous les Italiens, je ne parle que de cet aspect-là, de l'administration française, du code civil, etc., pendant toute la période napoléonienne. Ouais. La Sicile, jamais. D'accord. Donc, quand on sent des divisions dans l'Europe actuelle par rapport à des modes de pensée, Mhm. se poser la question, premièrement, sur l'influence romaine en Europe, deuxièmement, sur l'influence napoléonienne, que sur 10 ans, Ouais. mais quand même, c'est-à-dire le droit qui a évolué avec une pensée, Ouais. un mode Un mode de juridique, pensée etc. autrement. Voyez où les Français ont été, Ouais. où ils n'étaient pas, et on peut voir des différences culturelles, Ouais. juridiques, des fondamentaux différents, comme avec la Rome antique, Ouais, qui viennent de cette histoire. qui viennent de cette histoire-là. Et donc, pour reprendre, parce que ça va être justement, avant de basculer sur C'est ça, les opérations, sur les opérations. c'est que donc l'ultimatum est envoyé à Napoléon de la part donc de la Prusse Et et de la coalition, et Napoléon Dit, va leur- Je vais Bah, vous donner une leçon. voilà, va refuser à sa manière. voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de aussi prendre conscience que l'armée prussienne à cette époque-là n'a pas forcément justement pris encore conscience de ses propres faiblesses. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore appris. Et c'est dommage parce qu'une campagne venait de lui être offerte. C'est ça, pour tirer des tas de leçons. Pour tirer des leçons, notamment sur son organisation Ok. et sur la capacité en fait des Français à manœuvrer. Ok. Et c'est aussi ce qui on peut les considérer comme un petit peu inconscients. Oui, Ou alors présomptueux. ou présomptueux, voilà, et empreint d'une fierté, d'une gloire passée, hein, puisqu'on Oui. on a parlé tout à l'heure de Frédéric II, qui justement, et Frédéric Ier, parce que ce sont les deux grands artisans de l'armée prussienne,
enfin vis-à-vis en effet de la menace pour le coup militaire française. D'accord. Ce qui fait que, et là pour le coup ils sont en première ligne, parce que c'est vrai que Oui, comme oui. Patrick le disait, eux n'ont pas encore l'appui des Russes, Oui. les armées russes ne sont pas encore présentes, même erreur que les Autrichiens lors de la campagne précédente, et les Anglais de toute façon n'ont pas de corps d'armée, et les Anglais en fait sont sur leur île et protégés par leur flotte. Donc en fait ceux qui sont en première ligne ce sont les Prussiens. Les Prussiens qui, du coup, se disent, enfin, peut-être que je vais trop vite, mais ça va rentrer comme dans du beurre. Non? Quand vous dites présomptueux, peut-être pas à ce point-là quand même? Si, on en arrive quand même. Alors, il y a un des principaux régiments de cavalerie français. N'oubliez pas qu'il y a un énorme lien encore à l'époque. Ça, c'est un aspect important aussi au niveau culturel. Frédéric II parlait mieux français qu'allemand. Il a écrit tout le temps en français, c'est pas pour rien, Sans souci, Voltaire. Eh bien, il y a un régiment important de cavalerie lourde prussien qui sont les gendarmes, où il y a une très belle place encore à Berlin qui a été moins touchée par les bombardements de 44-45, qui s'appelle le marché des gendarmes, le Gendarmenmarkt, à cause d'eux en particulier. Les gendarmes allaient aiguiser leurs sabres sur les marches de l'ambassade de France à Berlin. Donc on est plus, Une manière de provoquer. Voilà, c'est clair. Il y a des gravures, des tableaux de cet épisode. Oui. Donc là, on est dans la présomption. On est dans la présomption de nous sommes la meilleure armée du monde. Frédéric II, mauvaise quand même, très très mauvaise analyse de ce qui s'est passé pendant la guerre de 7 ans quand même. Parce que ils sont quand même passés pas loin. Berlin était de la catastrophe. de la catastrophe. D'accord. Il y a cette présomption et il y a une présomption, une opposition entre ce que j'appellerais, alors ça c'est très personnel comme théorie, D'accord. et qui est lié, je pense, énormément aux aspects sociaux, aux aspects politiques et aux aspects philosophiques. Les Prussiens sont encore dans une vision de la guerre que je qualifie de classique, mais au sens des philosophes classiques. C'est-à-dire, une discussion qui peut nous amener loin parce que le problème se pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire le classicisme dans le sens très géométrique du classicisme aussi en architecture. C'est-à-dire on peut tout calculer si on a toutes les informations. Et par exemple, on va se retrouver avec des généraux prussiens qui vont écrire des livres de 150 pages sur l'intérêt de passer de 75 pas à la minute à 85 pas à la minute et que ça va changer toute la conduite des batailles. Alors que nous, on en est à Guibert qui donne les premières idées de la nation en armes et tout ça. Eux, ils en sont au nombre de pas par minute pour poursuivre ce qu'a fait Frédéric II. Deuxième aspect, et c'est donc on est dans ce côté très classique, et Napoléon, on est dans la guerre que je appellerais romantique. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà fait la dernière fois, je ne voudrais pas me répéter, mais il joue sur le sentiment. C'est-à-dire, il sait qu'il ne peut pas avoir toutes les informations. Il va se créer une image mentale de la situation à partir de cette base, c'est-à-dire d'un sentiment de la situation. Ce qu'en escrime, on appelle le sentiment du faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une discussion autour des sens importants, 5 sens. Selon les périodes liées à la religion et à la philosophie, les sens ne sont pas, n'ont pas la même importance symbolique. Et bizarrement, on a aussi des retours dans la période actuelle. C'est-à-dire qu'on a eu une période où les sens importants, c'était la vue. Donc on a une analyse qui est liée à la vue, mais on sait très bien que par exemple dans les arts martiaux, si vous attendez d'avoir analysé ce que vous voyez, c'est simple, vous êtes battu. Vous êtes déjà par terre. Il y a d'autres sens qui vous permettent, comme le son ou le toucher, ce qu'on appelle en escrime le sentiment du faire. C'est ce qui passe à travers le contact des deux lames qui vous permet, sans que vous ayez analysé visuellement, parce que sinon c'est terminé. Okay. Eh bien Napoléon, c'est un peu ça. Il va recueillir des informations, se créer une image, mais en considérant qu'il est suffisant, de toute façon, il doit décider sur la base des informations qu'il a, sans attendre plus. Tandis que d'une manière classique, on va essayer d'avoir le maximum d'informations avant de prendre une décision. Donc on voit très bien là qu'il y en a un qui va du coup agir plus vite. Il va prendre plus de risques à première vue, mais en réalité, il va rentrer, et là ça nous amène dans des théories d'un colonel américain que je recommande à tout le monde, colonel Boyd, c'est sur la boucle OODA, c'est-à-dire la boucle observation, orientation, décision, action, et on dit c'est celui qui tourne le plus vite qui peut gagner. Pas simplement, c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, c'est comme dans un sport de combat, vous avez quelqu'un qui va agir beaucoup plus lentement
Et le moment où, dans un combat de boxe, il va agir 1,5 fois plus lentement, eh bien, le temps qu'il fasse un geste, il aura fait le geste correspondant au geste, et il n'aura pas réagi au moment où le poing atterrira sur son menton. C'est exactement la même image. Est-ce que tu nous donnes déjà, en disant ça, le gagnant de cette campagne? Oh, tout le monde le sait. Attendez, s'il y a un pont d'Iéna à Paris, c'est a priori nous avons gagné. C'est un peu comme le Trafalgar Square ou Waterloo Station. J'en ai déjà parlé sur le mauvais état d'esprit des Anglais par rapport au premier arrêt du shuttle. Et un pont d'Iéna, donc. Qui a manqué d'être détruit. Qui a manqué d'être détruit par les Prussiens. Par les Prussiens, parce qu'ils voulaient un peu effacer. Voilà. Mais je signale quand même, et on va faire les visites, tout le monde connaît la place de Brandebourg, sur cette grande avenue qui s'appelle Sous les Tilleuls, Unter den Linden, à Paris. Et la place de Brandebourg se situe sur la place de Paris. Et il y a l'ambassade de France qui est sur la place de Paris. Mais la place de Paris, ce n'est pas pour faire plaisir aux Français, c'est parce qu'en 1813 et 1814, ils sont rentrés à Paris. Donc la place de Paris s'appelle là-bas place de Paris, c'est parce qu'ils ont gagné les batailles de Paris. D'accord. Donc c'est toujours très amical. Un petit clin d'œil. Voilà. Donc du coup, on en est à ce septembre. Oui, Septembre à partir, on 1900. peut considérer 1806. 1806, pardon. On peut considérer qu'autour du 3 septembre, les dés sont jetés et là on va passer aux opérations. Aux opérations, ça veut quand même dire que la Grande Armée est toujours sur place. La Grande Armée est toujours sur place. Alors, attention avec le terme Grande Armée. Oui, on va l'employer, D'accord. mais le terme de Grande Armée est employé, déjà, ne date pas que de Napoléon, parce que le terme Grande Armée a déjà été employé sous Louis XV, etc. Napoléon a rajouté les 2 majuscules. Donc ça va être la Grande Armée, ça restera la Grande Armée, c'est la sienne. Ensuite, la Grande Armée, ce n'est pas une continuité, c'est pas l'armée napoléonienne ne s'appelle pas la Grande Armée. D'accord. La Grande Armée, c'est la réunion des forces, donc la Grande Armée par rapport aux autres corps, et la Grande Armée n'est réunie administrativement qu'en termes d'opération, c'est-à-dire qu'à un moment, la Grande Armée n'est plus la Grande Armée parce qu'il n'y a plus d'opération. Donc la Grande Armée, stricto sensu, correspond à des périodes. Et la première fois qu'on parle de la Grande Armée telle que, c'est pour la campagne de 1805. Mais dès le moment où il n'y a plus d'opération et que les gens sont cantonnés, administrativement, la Grande Armée peut disparaître et renaître. Okay. Mais les corps sont là. Voilà, donc on va continuer à l'appeler Grande Armée. Ça sera plus simple. Okay. Donc la Grande Armée est encore en Allemagne, dans plusieurs États allemands. Les Prussiens voudraient bien qu'on retourne vers le Rhin. On y reste. Donc on est déjà en position, on ne sait pas réellement quelles sont les intentions prussiennes. Il y a cette surprise même de Napoléon, qui sait très bien qu'ils sont trop présomptueux, mais eux ne le savent pas, c'est ce qui va les perdre. Et donc les Prussiens, eux, sont en phase de commencer à avoir une attitude très offensive en regroupant les forces. Et plus ils se rapprochent, plus leur attitude offensive, peut-être à cause de ce caractère classique, je ne sais pas ce que vont faire les Français, devient pusillanime. Et être pusillanime avec Napoléon, c'est mauvais parce que lui, il n'attend pas. Et suite, ça va frapper. Toc toc, il y a quelqu'un. Oui, ça va frapper fort et vite, et de manière radicale. Radicale. Je ne sais pas comment finira la Saxe, qui me paraît du coup là, bien au milieu des deux sur le chemin. On va en parler dans l'autre émission, celle où il sera question pour le coup d'opération et là de campagne. Et je crois qu'on l'a bien compris, on l'appelle assez rapidement, peut-être trop rapidement, campagne de 1806. En vrai de vrai, c'est fin 1806 et 1807. Oui, parce que ces campagnes, alors c'est là où nous sommes dans une répartition qui correspond aussi à l'Ancien Régime, c'est-à-dire, et même à l'Antiquité. On fait campagne, le champ de Mars. Il y a le dieu, mais il n'y a pas que le dieu. Le champ de Mars, on fait la campagne, on fait la guerre au beau jour. Mais là, on est dans des périodes où on commence à continuer. Donc, on a une campagne de 1806 parce qu'on bat la Prusse, mais faire comme si à un moment on se retrouvait dans une situation où les choses s'arrêtent et on s'arrête de faire la guerre, etc. Non. Mais on va le voir en février 1807. Et c'est la continuation logique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'avez plus de combat majeur,
mais Ça continue. ça continue. On continue sur la même lancée. Comme, je le dirai plus tard, je considère personnellement qu'il n'y a pas une campagne de 1812, 1813, 1814. Ça commence en 1812, Ouais, ça se termine en Paris. 1814. Ouais. De la même façon, avec des montées et des descentes, il y a Ouais. même des armistices, mais en fait, c'est la continuation du conflit. Du même conflit. Ça marche. On se retrouvera donc, après avoir compris un peu mieux où est-ce qu'on en est à cet automne 1806. On se retrouve dans une autre émission, la suite de cet alinéa. Et là, on va rentrer dans le dur. On va un petit peu plus sentir le fer, Oui. je pense, Et le porter. et le porter, Et l'odeur de la poudre. et l'odeur de la Pour poudre parler avec d'essence. Guillaume et Patrick. On se retrouve donc pour l'autre émission, la suite de cette campagne. À tout de suite.